Bienvenue à tous. Comme le disait Claire dans son mot d'introduction, pardon, bon, ben voilà, des formations professionnelles. Je suis Quentin Grenouille, chargé de mission FEDER, donc notamment en charge de l'instruction des dossiers de demande d'aide FEDER sur notamment les actions qui ont attrait à l'urbanisme durable. euh, et aussi en charge donc de l'accompagnement des porteurs de projets avant le dépôt de leur demande d'aide. Et donc je suis avec Marion Mial, ma binôme. Bonjour à tous. Voilà. Et merci d'être là. Donc cet appel à manifestation d'intérêt est le deuxième que nous lançons sur cette mesure urbanisme durable et lutte contre les îlots de chaleur. Euh, qui s'inscrit donc dans un contexte, dans le contexte mis en place, hop, par le fédéral. Ah voilà, c'est comme ça qu'on change les diapos. C'est la première fois que je fais ce genre de présentation en passant par cette méthode-là. Voilà. Alors, donc qui s'inscrit dans le contexte de l'objectif stratégique de la Commission européenne Une Europe plus verte. Donc tous ces objectifs stratégiques sont communs à tous les programmes du Fonds européen de développement régional, donc qui sont gérés par les conseils régionaux, et donc qui visent au développement d'une Europe plus verte, résiliente, à faible émission de carbone et évoluant vers une économie sans carbone. Donc c'est là notamment donc, que s'inscrit l'urbanisme durable. Et donc, au sein de notre programme en région Centre-Val de Loire, on a effectivement cette mesure d'aménagement urbain en faveur de l'adaptation au changement climatique, et donc la lutte contre les îlots de chaleur, comme je vous le disais, euh, qui s'inscrit notamment dans les objectifs fixés aussi par le SRADET. Et donc, cette AMI, son objectif premier, c'est de sélectionner certains projets qui pourront notamment donc, prétendre à un financement du Fonds européen de développement régional. Hop. Avec donc, on vous a mis une petite illustration en image de ce que ça peut donner, quel genre de projet on attend. Des projets qui ont pour objectif d'améliorer donc la résilience des espaces urbanisés à l'usage de la population, et d'améliorer le confort thermique d'été. Donc on voit bien à la place de Châteauneuf à Tours. D'ailleurs, merci Claire pour la transmission des images qui sont assez parlantes, surtout celle-ci. On voit bien que la place de Châteauneuf était très minérale avec un revêtement enfin de l'asphalte quoi, qui a été remplacé par un revêtement déjà un peu plus clair et puis surtout par des plantations en pleine terre sur l'image du bas. Donc ce sont les objectifs, les grands objectifs de cette AMI. C'était aussi les grands objectifs de la phase précédente de l'AMI qu'on avait lancée. Alors je crois qu'on l'avait lancé fin 2023, ouais c'est ça. Donc on avait reçu certaines candidatures, mais au total on en avait 18 qui étaient complètes par rapport à toutes les pièces qui sont nécessaires pour l'analyse des dossiers qu'on détaillera à la fin de la présentation, hein, qui n'ont pas grandement changé par rapport à la première édition. 18 candidatures complètes, et sur ces 18 candidatures complètes, nous avons sélectionné, enfin en tout cas 10 projets ont été sélectionnés, ont été lauréats, conformément aux critères qui sont définis dans le cahier des charges. Donc ces projets, alors qui n'ont pas encore tous été qui n'ont pas tous encore fait l'objet d'une demande de FEDER à proprement parler. On le verra après dans la procédure comment ça se passe. Mais mobiliseront potentiellement donc 3 170 000 euros de FEDER. Donc on vous a mis une petite carte de l'implantation des projets. Alors j'ai dit 10, vous n'en voyez pas 10, vous en voyez 8, mais parce qu'il y en a 2 à Tours et 2 à Orléans. Voilà, ce n'est pas une erreur, ne vous en faites pas. Et donc, je prends le relais de Quentin pour vous présenter quelques modalités de l'AMI. Donc, en termes de calendrier, l'AMI a été publiée le 1er avril 2025 et il sera possible de déposer des candidatures jusqu'au 1er août 2025.
Ensuite, il y aura une phase de complétude des candidatures jusqu'au 1er octobre 2025, ce qui signifie qu'il faudra quand même qu'une candidature ait été transmise avant la date limite du 1er août pour faire l'objet de pièces complémentaires et qu'il ne sera pas possible de transmettre un nouveau formulaire après le 1er août 2025. Donc, en termes de projets visés, pour aller un petit peu plus loin que les objectifs généraux qui ont été présentés par Quentin, on voulait surtout insister sur l'espace usage pour les populations des espaces publics concernés et sur le fait qu'il ne faut pas que les aménagements conduisent à l'augmentation des surfaces imperméabilisées. On est sur des projets qui sont portés par les collectivités, leurs groupements ou leurs délégataires. Il faut impérativement que les dépenses n'aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, on va les détailler à la slide suivante un petit peu plus, mais on est toujours sur le principe de base du premier AMI, à savoir le recours à un paysagiste, ainsi qu'une étude de confort thermique qui permet d'obtenir surtout une température, un indice de température avant projet et après projet. Et pour les modalités financières, on est donc sur un minimum d'aide FEDER à 25 000 euros par site, avec un taux maximum de 60% d'intervention FEDER. Et l'enveloppe réservée à cette seconde phase d'AMI est de 3 millions d'euros. Donc sur les modalités effectivement des projets qui doivent nous être présentés, l'idée, c'est surtout que les maîtres d'ouvrage s'entourent d'un conseil de paysagistes qui permettra ensuite de mobiliser un outil d'aide à la décision permettant de mesurer l'impact du projet sur le confort thermique. Donc avec un score ICU qui doit nous être exprimé dans les candidatures avec un indice de température avant, après. Et vous avez une annexe au sein du cahier des charges qui détaille un petit peu plus les modalités de ces études sur le confort thermique, avec des exemples d'outils pour vous accompagner. Ensuite, élément important également, au niveau des espèces végétales mobilisées, les espèces locales et le recours à la marque végétale locale sont vraiment à privilégier. Et Quentin vous a trouvé une petite carte interactive sur le sujet, donc voilà, à laquelle vous pourrez accéder lorsque vous aurez le PowerPoint avec le lien ci-dessous. Ensuite, la procédure de sélection, un élément important. Donc, on est vraiment sur 2 phases distinctes, notamment pour les candidatures qui seront orientées vers le FEDER, avec une première phase d'intention qui correspond à la phase de sélection via l'AMI, donc avec le dépôt de la candidature selon le calendrier évoqué à l'instant, et une phase de sélection qui permettra l'analyse des candidatures conjointement par la Direction Europe et Internationale, surtout sur les premiers éléments FEDER, et par les collègues de l'aménagement du territoire sur les aspects techniques. Ça nous permet en fait de vérifier un petit peu la prééligibilité des projets, mais dans le cadre d'une orientation vers le FEDER, ça ne correspondra pas quand même à l'instruction FEDER en tant que telle. Donc voilà, et cette phase permettra d'orienter le projet vers les modalités de financement les plus appropriées. Et si jamais le projet est orienté vers le FEDER, une fois que le projet a été sélectionné, vous recevrez un courrier de notification de sélection
qui vous invitera à effectuer le dépôt de la demande de subvention FEDER en tant que telle sur le portail Nos aides en ligne. Alors, dans un délai d'un an maximum après notification de la sélection. Et deuxième élément important de calendrier à avoir en tête, c'est que le projet présenté ne doit pas être achevé avant le dépôt de cette demande de subvention FEDER. Donc voilà. Et pour ce qui est du dépôt de la candidature, on va vous détailler tout à l'heure le formulaire de présélection ainsi que les pièces qui l'accompagnent. Et le dépôt se fera sur l'adresse mail dédiée qui s'affiche à l'écran. Merci Marion. Euh, donc on continue sur les modalités de notre AMI avec les dépenses éligibles qui peuvent être prises en compte en fonction des différentes typologies de projets qui pourront être présentées. Donc, on vous a parlé des études stratégiques et donc des aménagements. Donc, forcément, on va pouvoir avoir pour la partie aménagement une partie qui va concerner. Je cherche mon pointeur laser. Ah, voilà. On va pouvoir avoir une partie qui concerne l'acquisition du foncier. Alors, l'acquisition du foncier en vue de la création hein, ou la préservation d'îlots de fraîcheur, forcément, hein, avec quand même une certaine limite qui est indiquée dans le cahier des charges, mais que je vous redonne là, qui est limitée à 10% qui est limité à 10%, 15% si on a un impact environnemental avéré. Voilà, on pourra redétailler ça plus en détail en fonction des projets. Je vous le dis quand même à l'oral maintenant. Tout ce qui va avoir attrait à la suppression des revêtements imperméables en vue d'une végétalisation, hein. Donc, il faut vraiment que la suppression du revêtement donne lieu après à de la végétalisation, donc avec de la plantation en pleine terre, etc. La reconstitution du sol pour l'implantation des végétaux et permettre une bonne infiltration des eaux. Euh, de la végétalisation et des aménagements qui favoriseront de l'ombrage et le rafraîchissement. Donc ça, on vous a donné quelques exemples hein, avec des plantations d'arbres évidemment, avec aussi de la végétalisation de façade, et plantations en pleine terre et plantes grimpantes, etc. Donc voilà. Des dispositifs d'ombrage type ombrière, alors ombrière uniquement, euh, en complément d'un aménagement, bien sûr. On ne peut pas financer uniquement les ombrières dans le cadre de ces projets. Euh, L'adaptation des espaces verts existants, bien sûr, hein, pour favoriser l'infiltration des eaux de pluie. Et l'intégration des milieux humides, donc avec l'aménagement de mares ou de noues. Donc ça, c'est pour la partie vraiment investissement. Ensuite, on va pouvoir aussi venir soutenir, donc toujours dans la partie aménagement des espaces urbains, l'ingénierie opérationnelle, donc tout ce qui va être MOE, conseil du paysagiste, etc. Et donc pour la partie études stratégiques, bien sûr, on pourra venir financer l'ingénierie stratégique. Sur le côté dépenses inéligibles, ce qu'on est vraiment venu préciser certains éléments qui pouvaient venir porter à confusion par rapport à ce qu'on avait indiqué comme dépenses éligibles. Euh, pour ne pas qu'il y ait de confusion, les dépenses inéligibles sont composées donc des abattages d'arbres, bien sûr. Les plantations hors sol, donc en bac ou en jardinière, vraiment c'est des plantations en pleine terre qu'on vient soutenir. Les aménagements de ou les installations de fontaines, miroirs d'eau, tous ces dispositifs de rafraîchissement finalement. Les travaux qui sont effectués en régie, donc les travaux qui seraient effectués directement par les agents de la commune ou les agents de la Comcom, qui sont des dépenses qui sont difficiles en plus à valoriser au sein d'une instruction fédère. Et les systèmes de redirection des eaux de pluie dans un réseau. Donc, si vous avez connu la première édition, cette dépense inéligible n'était pas explicitée dans le précédent cahier des charges. On l'a explicité ici. Et donc, bien sûr, comme on en a déjà parlé, mais les espèces exotiques envahissantes sont proscrites.
Donc, on a décidé de vous faire un petit focus sur les nouveautés qui ont été apportées par cette nouvelle phase de l'AMI, avec notamment la précision d'un indice de température avant travaux et après travaux. En sachant que peut-être pour répondre à la question de Monsieur Maury, on est vraiment sur la nécessité d'effectuer, enfin je parle sur le contrôle de mes collègues de l'aménagement du territoire, mais on est vraiment sur la nécessité d'effectuer une étude de confort thermique et le score ICU n'est qu'un exemple d'outils pouvant être utilisés. En termes de nouveautés, on a également l'identification des espèces végétales qui sont proposées au sein du programme, puisque comme on a la volonté de privilégier les espèces locales, l'idée c'est quand même que dans les candidatures qui nous soient proposées, on puisse identifier quelles espèces proviennent, sont bien des espèces locales et lesquelles ne répondent pas à cette qualification. Nous avons également ajouté une grille de notation pour les projets d'études stratégiques qui vous sera présentée juste après, brièvement. Comme ça, la notation est un petit peu plus claire pour les candidats. Et également un seuil de notation à 15 points sous lequel les candidatures recevront un avis défavorable. Donc, en ce qui concerne les critères de notation, on vous les a remis sur la slide brièvement. L'idée, c'est que surtout que vous puissiez en prendre connaissance au sein des annexes du cahier des charges. Donc, on a deux grilles différentes, une pour les projets d'études stratégiques avec deux critères permettant de vérifier qu'il y a vraiment un caractère stratégique et opérationnel de l'étude projetée et également la mobilisation d'une expertise croisée. Pour ce qui est de la grille relative aux projets d'aménagement d'espaces publics qui seront présentés, elle est un petit peu plus riche en termes de critères et de sous-critères. On a un critère sur la qualité de la solution proposée pour améliorer le confort thermique estival, où on va venir analyser l'évolution de l'indicateur de confort thermique, l'espace traité en pleine terre, la conservation ou l'abattage des arbres, ainsi que les conditions permettant d'assurer le bon développement de la végétation. Le deuxième grand critère est relatif aux co-bénéfices en termes de transition écologique et sociale, avec un sous-critère sur la gestion des eaux pluviales, sur la démarche participative également dans la construction du projet, ainsi que sur l'accueil de la biodiversité. Merci beaucoup Quentin pour ces petites mises en valeur. Pas de souci, bah, merci à toi. Euh, et donc oui, comme vous le disiez Marion, après vous retrouverez le détail des grilles, enfin pas le détail des grilles, enfin même les grilles sur la base desquelles les projets déposés seront évalués, donc en annexe du cahier des charges, hein, en annexe 1, voilà. Euh, En ce qui concerne donc les informations pratiques, comment procéder pour déposer une candidature à cette AMI. Donc on a une adresse mail générique sur laquelle Marion et moi avons accès, ou même nos collègues de l'aménagement du territoire ont accès aussi, pour déposer donc les dossiers de candidature avec les pièces qui sont nécessaires. Alors bien sûr, hein, si vous n'avez pas la place de mettre toutes ces pièces dans un mail, vous pouvez utiliser des plateformes de transfert. Alors bien sûr, il y a WeTransfer, mais je sais qu'il y a beaucoup d'organisations maintenant qui bloquent WeTransfer, donc vous avez d'autres possibilités, peut-être même intégrées au sein de votre organisation. Et pareil pour toutes les questions, sollicitations aussi. Vous pouvez les adresser à cette adresse mail, ce qui peut être assez pratique en cas si Marion ou moi on est absent, si on peut se relayer dans les réponses, ou alors comme ça aussi on centralise tout ce qui est lié à cette AMI sur cette adresse-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter dessus. Euh, donc nous avons un formulaire de candidature à compléter.
donc qui comporte les informations générales du projet, les indicateurs qui seront évalués donc dans la grille de sélection, la grille d'évaluation des projets, et donc les pièces à joindre, donc à l'appui de ce que vous avez renseigné dans ce formulaire de candidature, pour avoir plus de précision et pour pouvoir évaluer correctement les projets. Euh, donc les pièces à joindre, c'est notamment si vous en avez une en tout cas, ça ne fait pas partie des pièces obligatoires, la stratégie de lutte contre les îlots de chaleur urbains de votre organisation, la note de synthèse sur le projet, un plan avant-après, donc qui précise donc bien les revêtements des sols et la végétation qui sera présente, qui est présente avant et qui sera présente après sur l'espace visé, l'étude de confort thermique, très important, avant et après projet, donc avec une situation projetée forcément, la liste des essences végétales qui seront implantées sur le site, le budget détaillé donc de votre opération, sachant qu'on est sur une phase avant projet, donc ça pourra encore bouger après si vous êtes sélectionné en cas de dépôt près d'une demande d'aide FEDER. Donc le budget détaillé et un plan de financement donc, qui regroupe donc les dépenses prévisionnelles et les ressources aussi prévisionnelles, qui nous permettra de calculer donc un FEDER prévisionnel en fonction des autres ressources que vous pourrez avoir. La délibération qui autorise le projet et l'autorisation d'urbanisme, le cas échéant. Donc ça, c'est pour les projets d'aménagement. Pour les études, on est un petit peu plus light, forcément. Donc avec le cahier des charges qui précisera donc le contenu de cette étude, un planning prévisionnel et donc les compétences qui seront attendues pour les prestataires qui seront en charge de cette étude. On vous a remis aussi à la fin, ici, le cahier des charges. Donc vraiment, c'est votre Bible, Coran, Torah pour tout connaître sur cette AMI et c'est vraiment ce sur quoi on va se baser pour évaluer les candidatures à l'AMI. C'est le cahier des charges et sur rien d'autre que sur cela. Le formulaire de candidature, vous pouvez le retrouver aussi en cliquant sur le lien qui sera dans la présentation. Je me demande si vous pouvez même pas cliquer directement là. Bon, de toute façon, on vous l'enverra, hein, et puis donc, toutes ces informations sont aussi disponibles sur le fameux site, peut-être que vous ne connaissez pas tous, le site Europe au centre Val-de-Loire, qui regroupe toutes les actualités et toutes les informations pratiques relatives aux programmes européens, donc pas que le FEDER, programmes européens en région, mais aussi le FSE+, le FEADER, tous les programmes je fais une petite pub en même temps pour le site Europe au Centre, tous les programmes de la Commission européenne directement aussi. Donc n'hésitez pas à le visiter, surtout pour cette AMI, où vous pourrez trouver donc toutes ces informations pratiques. Et donc j'ai vu que oui, vous pouvez cliquer. Ah bon, bah super, merci. Et donc je l'ai vu que aussi nous avions pas mal de questions dans le chat. Et donc nous avons du temps pour pouvoir y répondre. Déjà, merci pour votre attention, hein, d'ailleurs. Euh, et donc Bah, voilà. merci Quentin et Marion pour la présentation. Oui, en effet, il y a pas mal de questions qui ont surgi pendant votre présentation. Mais je vous ai laissé dérouler, mais du coup, on peut peut-être les reprendre une par une. Donc, tout d'abord, une remarque de Christophe Auffrère du pays Castelroussin, Val de l'Indre. Alors, vous pouvez me compléter, mais je me permets de les relayer, puis vous n'hésitez pas à me compléter si besoin. Mm. Une remarque, donc, qu'en effet, la subvention minimum, donc, c'est 25 000 euros. Et donc, une appréhension peut-être à mobiliser des projets dans le secteur rural. Alors, je ne sais pas si on peut répondre à ça, mais vu qu'on a l'expérience du premier AMI avec les 10 projets soutenus, j'ai vu qu'il y en avait dans les grosses villes, mais il y en a peut-être aussi qui ont émergé plus en milieu rural. Est-ce qu'il y a un retour à faire là-dessus, enfin, pour Mais rassurer Christophe, ou est-ce que... alors, monsieur Auffrère, effectivement, c'est vrai qu'on a eu des gros projets, on a notamment eu des projets qui ont tiré donc cette moyenne vers le haut, hein, sur les métropoles. Mais on a aussi eu des projets dans des communes un petit peu plus rurales. Alors, je vais prendre l'exemple, je crois qu'on avait voilà, Bléré qui avait aussi déposé un projet.
qui a été retenu. Et puis encore une fois, on est sur un minimum de, comme tu le disais Claire et comme tu l'as dit Marion aussi, on est sur un minimum d'aide FEDER de 25 000 euros. Donc on peut venir financer aussi des projets un petit peu plus petits. Ça ne fait pas partie, en tout cas, la priorisation des projets dans leur sélection ne fait pas partie des critères d'évaluation des projets. Isabelle, tu avais un complément à apporter peut-être? Oui, peut-être merci pour répondre à la question de Christophe. Si ça doit éclairer, on a donc effectivement, il l'a dit, à part la marche à passer sur les 25 000 euros de subvention minimum, qui est une marche qui est plus haute que dans les contrats de solidarité où la région attribue des aides régionales à ce même type de dispositif. Sinon, on est complètement sur les mêmes règles régionales dans les CRST. Donc, en fait, ça a été dit, le cadre, il vaut autant en milieu rural qu'en milieu urbain. On a eu des très, très gros projets au niveau urbain, mais en effet, il faut retenir que c'est ouvert aussi en milieu rural. Par contre, il faut se dire qu'il y a quand même cette marge à passer de 25 000 euros. Donc, ça fait des projets qui sont un peu dimensionnants. Et qu'après, l'idée, c'est aussi d'articuler possiblement et de jouer de l'articulation ou de l'optimisation entre les deux outils. Et peut-être que pour les plus petits projets, il y a tout intérêt à accompagner les collectivités plutôt au titre de nos contrats régionaux et que sur les plus gros, les plus dimensionnants, et parce qu'il va y avoir probablement une sélection, voire une sélectivité au niveau européen, et que vous le savez, sans chercher à ternir les fonds européens, mais de fait, vous le savez tous, et il ne faut pas s'en cacher qu'il y a une charge administrative qui est aussi beaucoup plus lourde. Donc, il faut mesurer l'intérêt pour les collectivités d'aller chercher des petits volumes financiers sur les fonds européens, alors que l'outil régional est aussi à disposition. Voilà, donc en tout cas, on peut retenir qu'il n'y a pas de mise à l'écart du tout du monde rural. Il y en a bien eu des projets. Et j'en profite tant que j'ai la parole pour dire que véritablement, là où on doit être en accompagnement des collectivités, c'est vraiment sur, le recours à un concepteur paysagiste. Vous l'avez vu, en fait, dans les critères où vous le verrez, toute la dimension du végétal est très importante. Pas seulement le végétal, notamment tout ce qui est suppression de revêtements imperméables, reconstitution du sol. Ça prend une place très importante dans le calcul, hein, puisque l'important, c'est d'avoir un impact réel sur le confort thermique. Et on a placé le végétal comme un élément de réponse très important, d'où la nécessité du recours à un paysagiste. Et donc, c'est là que, en particulier, je me tourne vers les développeurs territoriaux, mais l'intérêt d'assez vite pouvoir orienter, si besoin, les collectivités vers un concepteur paysagiste. Voilà, donc et le recours, en effet, à un outil, et ça a été rappelé, pour mesurer précisément un indicateur de température pour qu'on puisse apprécier l'effort qui est fourni en ce sens, puisque c'est l'enjeu majeur du dispositif. Merci Isabelle. Alors peut-être je regroupe les questions un peu par thématique pour finir sur l'enjeu urbain, rural. Il y a Benjamin Virly de l'ARB qui demande: vous n'avez pas évoqué la priorisation donnée au projet sur les pôles de centralité et pôles urbains. Est-ce qu'on peut préciser? Est-ce que, ou sinon Benjamin, si tu veux compléter. Et puis quelqu'un qui est intéressé aussi du coup de savoir quel est un peu le projet qui a été retenu sur Bléré notamment. Ok. Alors, sur la priorisation sur les pôles de centralité et les pôles urbains, ça sera effectivement en cas de sélection qui pourrait être un petit peu serré, hein, dans le cadre de cette AMI. En tout cas, ça ne fait pas partie des critères premiers d'évaluation des projets. C'est surtout là-dessus que repose cette priorisation. En ce qui concerne le projet de Bléré, on était. Alors, Marion, c'était toi qui t'en étais occupé ou c'était moi? Sinon, je peux en parler, hein. Alors, je viens de regarder là un petit peu le formulaire de sélection. On était sur des cours d'école, visiblement. Donc voilà.
Après, je ne sais pas si on peut trop dévoiler non plus le projet quand même. Voilà. Enfin, je pense que c'est une demande de subvention FEDER qui n'est pas déposée pour le moment, donc avec une subvention non attribuée. Le projet pourrait bouger aussi un petit peu de façon précise, même si bien évidemment le fond restera le même. Mais voilà, j'avoue que je ne sais pas trop si on peut aller plus loin. En tout cas, oui, Merci. effectivement, on était sur comme tu dis, hein, sur un projet de cours d'école. Donc ça, typiquement, ça peut être aussi des projets qui concernent aussi les communes un peu plus rurales. On n'est pas uniquement sur des grandes places dans des centres-villes. Ce n'est pas uniquement ce qui est visé par cette AMI. Même si, oui, donc j'entends bien, effectivement, et comme le rappelait aussi Isabelle, la marge des 25 000 euros de FEDER qui doit pouvoir être sollicitée. Et donc ensuite, est-ce que Claire, tu peux rappeler Oui, oui, je ouais. continue sur les questions, du coup, vu Ah, qu'on c'est bon, on parlait de avait cours déjà répondu à d'école. celle que tu avais dit avant. Ok, pardon. Oui, justement, vu qu'on parlait de cours d'école, Romain 2 qui demande si, dans le cadre d'un projet de renaturation de plusieurs cours d'école, est-ce qu'il faut déposer une seule candidature ou une pour chaque site? Euh, il est... Vas-y Marion, je veux que tu... Oui, il est possible de regrouper plusieurs sites, excuse-moi Quentin, je voulais pas te couper la parole, Non, t'inquiète. au sein d'une même candidature. D'accord, merci. Et après, on a donc des réactions, questions. Ah, bah Romain, oui, vous voulez préciser? Oui, bonjour, merci pour ces éléments. Oui, j'avais une question subsidiaire, du coup, c'était par rapport au calendrier qui a été présenté avec des travaux qui ne doivent pas être terminés avant le dépôt officiel du dossier au titre du FEDER. Du coup, si on est sur plusieurs sites, qu'est-ce qui se passe si si on a une cour d'école qui est déjà réalisée, par exemple si on dépose sur quatre cours d'école? Est-ce que ça se regarde au Ah, niveau global ou est-ce que ça se regarde site par site? Oui, enfin, Quentin, tu compléteras, mais pour moi, effectivement, l'idée, c'est de présenter du coup le projet selon un projet global d'aménagement urbain en faveur du rafraîchissement et donc de définir un début et une fin à ce projet global mis en œuvre. Donc, effectivement, l'idée, c'est la fin de votre projet serait acté à partir du moment où l'ensemble de vos aménagements auront été mis en œuvre. Moi, je le vois D'accord. comme ça. Parce que bon, pour être totalement transparent, on n'a que quatre en projet et on en a deux dont les chantiers commenceraient dès cet été, mais qui pourraient être finalisés du coup dès l'automne. Donc en avance de phase sur ces deux premières cours d'école et les deux autres, les travaux seraient commencés à l'été prochain, enfin l'été D'accord. 26. Ok. Euh, alors, merci. Et après, on a quelques questions, remarques qui concernent justement là, le score ICU pour mesurer le changement de confort thermique. Est-ce qu'on peut avoir recours uniquement à cet outil? Enfin, est-ce que c'est la seule option ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, comment s'y prendre pour être accompagné sur la mesure de l'évolution du confort thermique? Voilà, est-ce que les développeurs territoriaux, enfin, je poursuis ta question, Julie, parce qu'on a pu en parler aussi hier. Est-ce que les développeurs territoriaux peuvent accompagner directement les porteurs de projets sur ce sujet? À qui est-ce qu'on peut faire appel sinon en extérieur? Enfin voilà, comment on peut s'y prendre autour de ça? C'est un peu les questions qui tournent. Hum, Alors, Isabelle ou... vas-y Isabelle, peut-être que tu veux... Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, hein, pour le coup, alors l'ICU, je suis d'accord effectivement avec la remarque qu'il y a eu. L'ICU, ça permet d'apprécier s'il y a un impact ou pas sur le confort thermique, mais ça ne permet pas de le mesurer. Ça a été rappelé par un participant. Donc, en effet, il faut aller vers des outils, d'autant plus quand on est sur les fonds du FEDER, où on l'a dit, il y aura sélection et sélectivité. À un moment, s'il y a trop de projets,
dans la sélectivité, ça peut être aussi d'aller vers les projets qui sont le plus impactants en matière thermique. Donc, ça veut dire que et c'est quelque chose qu'on avait révélé au cours de l'instruction du premier AMI, que quelquefois, on était face à des situations de projet où il y avait, à travers notamment le score ICU, une intention qui pouvait être confirmée, qui avait bien un impact positif, parce qu'on avait repéré les aspects qui étaient impactants en termes de température, mais après, on ne mesure pas forcément, à travers le projet, l'effort qui va être fait sur la diminution de la température ressentie. Donc, il faut passer par des outils. Pour vous dire que on a travaillé l'AMI avec et le dispositif, y compris régional, avec des structures que vous connaissez en région, qui sont les agences d'urbanisme, qui sont les CAUE, qui sont des agences de développement qui accompagnent les collectivités, et puis évidemment les paysagistes qu'il y a directement dans les CAUE. Donc, on a eu des contacts directement avec les CAUE et on a eu confirmation que les paysagistes savaient utiliser des outils pour mesurer l'impact. Donc, c'est pour ça que le point de passage obligé et premier, je pense, dans votre réflexion, c'est de passer par un paysagiste qui va, lui, faire tourner ces outils. Alors, j'ai en tête qu'on a peut-être quelques développeurs territoriaux qui ont été très à la pointe et qui ont eux-mêmes, parce qu'on reste sur des outils, on ne va pas se le cacher, qui sont quand même assez nouveaux. Donc, quelques-uns ont pu, en effet, parce qu'ils ils étaient curieux du sujet, peut-être travailler le sujet, mais pour le coup, nous, on considère que c'est un concepteur paysagiste. Alors évidemment, quand il y a un concepteur paysagiste, c'est le cas dans les métropoles ou dans des agglomérations, s'il y a cette ingénierie-là, dont acte, c'est pas utile d'aller chercher un prestataire extérieur. Mais en tout cas, c'est bien cette expertise-là qui va nous permettre de vérifier qu'on sait manipuler un outil. Et pour l'outil en question, on vous l'a dit, on n'est pas arrêté. Dans le cahier des charges, vous verrez qu'il y a des différentes options qui vous sont proposées, mais ça, on n'est pas arrêté sur un outil en particulier. Je ne sais pas Merci. si on a bien répondu à la question. Il y a eu un complément d'information sur le confort thermique de Thibaut Marion. Il s'agit bien d'une appréciation de la baisse des températures extérieures et non des baisses de température attendues dans les bâtiments, par exemple classe d'école, suite aux aménagements extérieurs. Oui, c'est bien extérieur, oui. Ok, merci. J'avais une petite remarque. Excusez-moi. Bonjour à tous. Nous sommes un bureau d'études précisément et spécialisé dans les conforts thermiques et dans les études des conforts thermiques. Et précisément, on s'est demandé sur la grille d'évaluation et comment on pouvait déterminer cette critère d'évaluation des réductions faibles, réductions moyennes, significatives ou très bonnes. Parce que nous, on travaille beaucoup avec des paysagistes aussi, et c'est eux qui font appel à nous. Et donc, précisément, aujourd'hui, on n'a pas vraiment une manière de déterminer à partir de quel moment c'est une réduction faible, une réduction significative ou très bonne. On calcule, on mesure, mais on n'a pas cette dire OK que 60% ou 30% c'est faible, moyen, significatif. Ça va dépendre de beaucoup d'autres critères comme la taille de l'école, la taille des espaces ombragés. Et donc, pour nous, c'est encore un petit peu flou et qu'on pourrait améliorer. Et donc, c'était plutôt dans cet esprit que je me demandais qu'on avait des difficultés à déterminer ces critères. Et aussi une petite précision sur la différence entre précisément les scores ICU. Et c'est très important de différencier les ICU, qui c'est l'îlot de chaleur urbain, qui c'est un phénomène qui est nocturne surtout, et le confort thermique, qu'il ne faut pas confondre avec la température de surface, mais c'est, comme vient à dire la personne qui est intervenue précédemment, et d'une température ressentie qui dépend de beaucoup d'autres phénomènes, et que les scores ICU aujourd'hui ne le fait pas. Et donc, voilà, donc c'est le confort thermique, il faut
et aussi tenir bien en tête que c'est un phénomène de jour et, et donc qui est influencé par l'ensoleillement aussi. Et donc, nous, ce qu'on vit préciser, c'est ça, c'est la manière comment on peut déterminer cette ponctuation, parce que la pondération dans la grille d'évaluation, réduction très bonne, a quand même 10 points. Et au jour d'aujourd'hui, donner ces 10 points, et, on ne sait pas actuellement comment le faire. Donc, est-ce que vous avez des, je sais pas, d'autres compléments de comment, à partir de quel moment on pourra déterminer ça? Ok, merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre ou est-ce que je peux compléter sur cette pondération? Ok, Vas-y, Quentin, puis si on... Vas-y, merci. vas-y. Donc, sur cette pondération, effectivement, alors, en tout cas, c'est quelque chose que nous allons évaluer, nous, et finalement que vous n'avez pas, vous n'avez pas à le déterminer, vous, de savoir si cette réduction, elle est très bonne, significative, moyenne, et cetera. Donc ça va être quelque chose que nous allons évaluer. Donc, voilà, après, on va rester assez, on va rester assez, comment, objectif finalement, hein, sur cette modulation ou cette pondération. Et si comment, si le projet qui va être présenté dans le cadre de cette AMI a une modulation, en tout cas une réduction, pardon, une évolution, je vais y arriver, de l'indicateur de confort thermique qui est très bonne, significative ou moyenne, voilà, soit mieux c'est, plus importante elle est, mieux c'est dans la notation. Après, c'est pas le seul critère qui est évalué non plus. On a des critères qui aussi sont peut-être un petit peu plus faciles à prendre en compte. Mais encore une fois, c'est le service instructeur qui va définir, qui va noter cela. Et donc, vous n'avez pas vraiment à vous en préoccuper de savoir combien ça va faire. D'accord, merci. Merci. Si je continue sur les questions qui ont été posées dans le chat, on en a une concernant l'abattage des arbres. Ah oui, celle de Julie Roublin, c'est ça? Oui, Ville de Tours, oui. Oui. Donc, donc Je la l'abattage dis des peut-être arbres. pour tout le monde, l'abattage d'arbres. Donc le diagnostic phytosanitaire est défavorable qui seront remplacés peuvent bien être éligibles. En fait, Alors, si les... oui. ouais. Vas-y, tu voulais préciser la question Non, peut-être vas-y, c'était juste pour que tout le monde l'ait en tête Ah avant que oui. tu répondes. Donc, ce qui est éligible, pardon, ce qui est inéligible, c'est l'abattage d'arbres. Par contre, dans la grille de notation, si abattage d'arbres il y a, mais qu'on a un diagnostic phytosanitaire qui dit que effectivement, hein, l'abattage d'arbres est nécessaire, dans ce cas-là, le projet n'est pas pénalisé, hein. Par contre, cet abattage, malgré le fait qu'il y a un diagnostic phytosanitaire favorable pour cet abattage, n'est quand même pas éligible. Voilà. Mais par contre, les arbres qui viennent en plantation pour remplacer ceux qui ont été abattus, oui, ils sont éligibles. Et d'ailleurs, il vous faudra nous transmettre les diagnostics phytosanitaires permettant d'attester que cet abattage est justifié. Très bien, merci. Et alors après, je crois qu'on a des questions qui concernent un peu plus la procédure administrative. Donc, une question de Christophe. Si la demande porte à la fois sur l'ingénierie opérationnelle et l'aménagement, comment fournir un plan projeté et un estimatif précis? Hum, Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le cas encore pour l'instant. Hum, Mais c'est-à-dire que ce serait du coup un projet, si vous pouvez préciser, monsieur Auffrère, votre question, ça pourrait être pas mal comme pour vous répondre au mieux.
Oui, merci. Déjà, merci pour la présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Merci pour la présentation et tous les détails apportés. Oui, si la demande portait si on arrivait avec une demande assez en amont. Alors, je vais vous réexpliquer peut-être le contexte très rapidement. Excusez-moi si je monopolise un peu de temps, mais du coup, nous, à l'échelle pays, on s'était interrogé l'année dernière d'ailleurs, pour postuler sur la partie études stratégiques, parce qu'on avait dans l'idée de mener une étude à l'échelle du pays, 26 communes, etc., pour déjà avoir une analyse des îlots de chaleur urbains, ce que l'on a pu mener grâce à l'appui du CRST uniquement, une étude fine, pas très fine, pardon, on va dire plutôt grossière, pour avoir un premier niveau de connaissance. Et donc ça nous a déjà permis de déterminer des zones plus concernées en 2024. Et du coup, on a cette connaissance-là et ça nous permet d'envisager de déposer des candidatures. Alors peut-être que 2025, ça sera trop tôt, et eu égard au contexte électoral notamment, mais malgré tout, on va avoir des projets qui devraient émerger, on espère grâce à cette étude, de communes pour des projets d'aménagement futurs. Du coup, les études opérationnelles type APS, APD, etc., ne sont pas encore menées. Et on voudrait les inclure dans le plan de financement pour nos collectivités qui n'ont pas des moyens démesurés eu égard au contexte, pour le coup, là, financier. Du coup, si on a à ce stade que des devis d'études et pas encore de devis travaux, c'est compliqué de pouvoir, d'une part, avoir un plan de financement exhaustif, précis, bien évidemment, sachant que c'est la partie travaux qui va, comme d'habitude, coûter le plus cher, bien sûr. Et c'est encore plus compliqué d'avoir un plan d'aménagement projeté parce que l'étude, elle n'est pas faite, l'étude stratégique n'est pas faite. Donc, comment faire à ce stade si en 2025, on souhaitait déjà déposer une candidature? Et j'espère que j'ai été clair. Oui, merci. Vas-y Marion, c'est vrai que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci, on se complète. Moi, j'aurais tendance à penser que vous serez plutôt au stade du coup de la phase étude et pas forcément suffisamment avancé pour pouvoir candidater à la partie aménagement, étant donné les pièces qui vous ont été présentées et qui sont nécessaires à l'évaluation de la candidature, puisqu'effectivement, l'idée, c'est quand même d'avoir une idée des aménagements que vous projetez pour pouvoir bien déterminer leur éligibilité ou non, et également leur montant, pour pouvoir orienter au mieux la candidature que vous présentez. Donc, voilà. Et donc, si je résume ou je synthétise avec ma compréhension à moi, c'est donc difficile de faire financer l'ingénierie opérationnelle, il me semble, alors. Ou en tout cas de l'inclure dans un projet global. Pour vous, ce que vous attendez plutôt, c'est des propositions de projets d'aménagement, ce qui explique aussi les montants de la première phase. Et le fait que vous soyez sur des projets plutôt, on va dire, chers, entre guillemets. En fait, il faut plutôt comprendre que quand on se positionne sur l'item projet d'aménagement, on peut prendre en compte au titre des dépenses éligibles les dépenses d'ingénierie opérationnelle, mais par contre, il n'est pas possible de seulement présenter au titre d'un projet d'aménagement uniquement des dépenses d'ingénierie opérationnelle. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Ok, non, la question c'est plutôt la temporalité, mais ok. Christophe, Merci. j'ai du mal à saisir le sujet en fait. Soit effectivement on est sur, comme tu l'as évoqué, une étude stratégique globale, et ça on voit bien l'intérêt, c'est intéressant à l'échelle d'un territoire, y compris d'une commune importante, d'identifier les secteurs qui sont générateurs justement de chaleur pour orienter le choix de la collectivité dans le secteur à traiter. Donc ça, c'est effectivement la partie étude stratégique qui peut être financée dans le cadre du FEDER. Et après, effectivement, si on rentre dans un projet en particulier, donc le projet ne doit pas forcément être déjà à un stade où on a des résultats d'appel d'offres, puisque là, on est en phase AMI, donc c'est bien tout l'intérêt de pré-repérer en fait des projets qui pourraient relever du dispositif. Mais par contre, faut-il qu'il soit en effet suffisamment avancé, le projet,
Alors, pour que, effectivement, il y ait pu avoir un paysagiste, qu'il y ait pu y avoir cette étude pour mesurer la température, et puis qu'on soit allé jusqu'à faire des estimatifs, en effet. Alors, ça peut être une première esquisse, évidemment, et des estimatifs de dépenses. Et à partir de là, effectivement, on peut déposer un dossier. Et dans ce dossier, on pourra prendre en compte, comme les collègues l'ont précisé, les dépenses d'ingénierie, soit celles qui sont faites, soit celles qui sont projetées en complément. Est-ce que... C'est ça, c'est ça. Tu as parfaitement synthétisé. Effectivement, on n'a pas le cas, nous, pour l'instant. C'est pour ça que je posais la question et je voulais me la faire préciser. Mais effectivement, il faut être dans un stade suffisamment avancé. Alors, oui, oui, OK. Oui, c'est Merci. ça. Et c'est pour ça qu'on a laissé, juste pour compléter, c'est important que tu poses cette question-là. C'est pour ça qu'on a laissé un peu de délai et qu'on s'est posé la question auprès des collègues sur les délais sur l'AMI, pour qu'en effet, une collectivité ait le temps du recours au paysagiste et d'avoir effectivement ces premières esquisses et résultats pour nous, on puisse suffisamment apprécier la nature du projet et faire tourner la grille de critères que vous avez dans le cahier des charges. Parfait, merci. Il nous reste 2 petites minutes. Il reste 2 petites questions, je crois, dans le chat. Alors, peut-être celle-ci, on y a déjà répondu, mais de la part de Audrey Legros, pouvez-vous repréciser les dates de début d'éligibilité des dépenses? Doit-on attendre de déposer la demande à AMI pour s'engager juridiquement sur les dépenses de travaux? Euh, Pardon. Alors, pour l'engagement juridique des travaux, on doit... En fait, je conseillerais effectivement peut-être de déposer votre demande, enfin en tout cas votre candidature à l'AMI avant l'engagement juridique des travaux. Maintenant, c'est vrai que c'est une exigence qui est plutôt propre, ça, en tout cas côté FEDER, à la réglementation des aides d'État et du principe d'incitativité pour ceux qui connaissent. Moi, je ne vais pas détailler trop, mais en gros, comme on ne serait pas vraiment concerné sur ce type de projet, oui, effectivement, les projets peuvent être déposés malgré le fait qu'il y ait déjà eu un engagement juridique des travaux. Enfin, je me trompe pas, Marion, hein, on Oui, n'avait oui, oui. pas... En fait, Voilà. c'est une sécurité. Tout dépend de la typologie du projet. C'est vrai que là, normalement, en grande partie, on est sur de l'aménagement d'espaces publics porté par des collectivités sur leur territoire, donc qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'État. Mais par sécurité, il est mieux d'attendre d'avoir déposé le formulaire de candidature qui fait un petit peu office de saisine et de premier contact auprès de nos services pour vous couvrir totalement et pour faire face à tout aléa lors de l'analyse du dossier. Ça marche, merci pour vos réponses. Une demande de précision des projets qui ont pu être sélectionnés dans le précédent AMI, mais alors si je comprends bien, on ne peut pas en dire trop. Mais est-ce que... Ah oui, des projets lauréats qui ont déposé leur Oui, demande d'aide. C'est mhm, ça. c'est ça. Actuellement, bah, sur les 10, il y en a 2 qui ont déposé, un ou deux. Oui, un ou deux. Ouais. Donc, Après, c'est vrai que c'est pas très avant. Enfin, voilà, on n'a pas de visibilité non plus très accrue. voilà. Et donc, après des informations, c'est vrai que, bon, on était sur des projets, la plupart des projets, en fait, c'était effectivement soit des cours d'école, soit des places hein, qui ont été réaménagées, ou alors parfois aussi en fait, comme on l'a défini dans l'AMI, hein, finalement, des lieux qui sont vraiment utilisés par la population, en fait. C'est vrai que si c'est un projet qui va concerner plutôt un lieu, bien qu'il soit public, qui n'est pas fréquenté par la population, typiquement le bord d'une route en limite de la commune ou quelque chose comme ça, là, on n'est pas sur vraiment un espace qui est fréquenté par la population. Euh, voilà.
Oui, on a aussi eu des projets avec pas mal de flux, qu'ils soient piétons et puis aux alentours, de façon à vraiment désimperméabiliser ces endroits-là qui sont assez stratégiques en termes de confort thermique et de pouvoir avoir un vrai impact sur le rafraîchissement. D'accord, merci. Et puis, dernière question, est-il prévu un autre AMI en 2026? On verra en fonction de la consommation de la maquette. Voilà. C'est un Alors, petit peu compliqué, ouais, à ce stade. ouais. Alors, ceci dit, en fait, s'il n'y a pas d'autre AMI en 2026, il sera quand même possible de déposer un projet au fil de l'eau, hein, donc avec une méthode de guichet sur cette fiche et donc sur cette thématique. Par contre, le but de l'AMI aussi, c'est de consommer la maquette et donc il est possible qu'il n'y ait plus assez de place pour les projets déposés au fil de l'eau sur cette fiche action. Pour ceux qui connaissent un petit peu les programmes FEDER, il s'agit de la fiche action numéro 24 qui ne regroupe pas que donc, la lutte contre les îlots de chaleur, mais on a aussi tout ce qui va concerner les friches et la renaturation. Donc, il est possible, une fois l'AMI terminée et donc le dépôt au fil de l'eau possible, qu'il n'y ait plus d'argent en fait sur cette fiche. Là, l'intérêt, c'est vraiment qu'on a sanctuarisé une enveloppe pour ces projets-là. Et après, voilà, il y avait aussi, je pense qu'on va pouvoir terminer là, l'interrogation encore de Monsieur Maury de Soleneos, pardon, sur l'indicateur de confort thermique. Euh, Après, voilà, encore une fois, vous dites la manière de considérer ce critère très impactant reste quand même très floue. Alors, bah, c'est vrai on a donné en tout cas en annexe du cahier des charges des exemples d'outils permettant de mesurer au mieux le confort thermique avant et après sur un site donné. Vous pouvez utiliser, c'est pas limitatif, du moment que ça nous donne une indication sur sur ce confort thermique. À vous après aussi de nous démontrer que tel ou tel outil est plus adapté pour que ça soit potentiellement valorisé, mieux valorisé pour considérer qu'on a une amélioration qui est meilleure. En tout cas, nous faisons confiance au cabinet, comme j'imagine le vôtre, pour pouvoir mener une analyse qui sera complète et qui nous permettra de bien apprécier la qualité du projet. Et encore une fois, ce n'est pas le seul critère qui est évalué non plus, même si effectivement vous avez raison, il est très impactant. Merci pour ces précisions, Quentin. Est-ce qu'il y a une dernière question, dernière remarque, un mot de la fin? OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre attention, pour les intervenants et je vous envoie donc, très rapidement là, le diaporama avec l'enregistrement du webinaire. Voilà et puis donc vous aurez toutes les informations si vous avez des questions complémentaires, vous adresser aux développeurs territoriaux ou, directement à l'adresse mail indiquée dans le diaporama. Merci beaucoup et très bonne, journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci à beaucoup. tous. Merci, au revoir.